Je vais vous présenter mon collègue Peter Julian, c'est le député de Burnaby New Westminster, en Colombie-Britannique. C'est un des premiers députés que j'ai rencontré quand j'ai commencé ma vie en politique. Puis il m'avait toujours dit n'importe quand, Christine, que tu as besoin d'aide dans ton coin, ça va me faire plaisir, je suis là pour toi. Donc, il n'est pas parti de Vancouver ce matin, par exemple, il est parti de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on l'a emmené de complètement l'autre bout du Canada pour venir ici. Fait qu'il va nous donner la formation avec plaisir. Ça fait plusieurs années qu'il donne cette formation-là à travers le Canada. Bonjour Rwanda, bonjour Amos, bonjour la sœur et bonjour Ville-Marie, je pense, qui est de retour. C'est quelque chose qui n'est pas très bien connu, le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. La très grande majorité des familles qui pourraient en bénéficier, on ne sait pas parce qu'ils ne savent pas. Et justement, Revenu Canada a coupé l'année passée le seul programme qui donnait de l'information à propos de ce crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Alors, le fait que Christine m'invite ici, c'est la première fois qu'un député fédéral dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue offre cette séminaire. Et c'est très important. Comme vous allez voir, il y a plein de possibilités qui existent et qui ne sont pas très bien connues. Maintenant, j'aimerais commencer avec cette photo-là. Puis, je pense qu'Alain va essayer d'agrandir ça pour les gens de l'extérieur. Ça, c'est moi, bien sûr, et mon ami Georges. Et mon ami Georges est venu à une séance d'information sur le crédit d'impôt il y a quelques années à Burnaby, New Westminster. On en fait à chaque année. C'est la 8e année qu'on en fait. Je viens juste de terminer la semaine passée. Et puis, elle dit... j'ai un handicap depuis 1960, mais j'ignorais l'existence de toute forme d'aide du gouvernement jusqu'à cette séance-là. Mon médecin a rempli le formulaire, je l'ai envoyé à Revenu Canada et là, j'ai obtenu un crédit d'impôt rétroactif pour les 10 années précédentes qui s'est élevé à 13 012,52 $. 13 012,52 $. C'est ça qui est important pour le crédit d'impôt. La majorité des familles en savent pas, mais c'est rétroactif jusqu'à 10 ans en arrière et c'est transférable à l'intérieur d'une même famille. Alors, on trouve ça extrêmement important que vous connaissez tous les aspects de ce programme-là. Alors, on va changer ça puis parler d'abord du crédit d'impôt. Parce que le crédit d'impôt est pour les personnes qui sont handicapées dans les activités courantes de la vie quotidienne. C'est quoi les activités quotidiennes? Et ils sont les activités suivantes. De parler, de se nourrir, d'entendre, de s'habiller, de marcher, les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, on va revenir à ça tout à l'heure, et l'évacuation, les fonctions intestinales ou vesticales. Ça, c'est les activités courantes de la vie quotidienne. Qu'est-ce que Revenu Canada demande? C'est la question, est-ce que la personne est limitée de façon marquée dans ses activités de la vie quotidienne? Et leur définition de c'est quoi d'être limité de façon marquée, ils disent le suivant: même à l'aide d'appareils et de médicaments appropriés et en suivant une thérapie, une personne est toujours, ça veut dire 100%, ou presque toujours, ça veut dire 90% des fois, incapable d'exécuter une ou plusieurs des activités courantes de la vie quotidienne. Alors, la première définition, c'est d'être limité de façon marquée. Mais même si on n'est pas limité de façon marquée, on peut être limité de façon significative. Alors, même si vous ne répondez pas exactement aux critères d'être limité de façon marquée, votre vision ou votre capacité d'exécuter une activité courante de la vie quotidienne
est toujours limité considérablement. Alors, si on est limité dans 2 activités, 60, 65, 70% des fois, cet impact cumulatif peut être la même chose que d'être limité de façon marquée. Et bien sûr, quelqu'un qui est considéré comme aveugle est limité de façon marquée. L'autre définition qui est importante, c'est de suivre des soins thérapeutiques essentiels. Et ça, c'est une thérapie qui maintient une fonction vitale pour les poumons, par exemple, pour les reins. Alors, afin d'être admissible, la personne doit consacrer du temps afin de suivre cette thérapie, soit au moins 3 fois par semaine pour une moyenne d'au moins 14 heures par semaine. Alors, quand on parle des soins thérapeutiques essentiels, on parle quand même d'un soin thérapeutique qui est assez intense. 14 heures par semaine, 3 fois par semaine. Ceux qui font de la dialyse pour les reins. Oui, c'est ça. Exactement. Par exemple. Exactement. Tu as bien raison. Et on parle de quelque chose, un handicap, qui est prolongé. Alors, une déficience est prolongée lorsqu'elle est d'une durée d'au moins 12 mois consécutifs. Parfois, les gens vont venir puis ils vont me demander, mais là, j'ai eu un accident d'auto il y a quelques mois, j'étais handicapé, puis ensuite, avec les soins, là, je me suis remis. Est-ce que je suis éligible? Mais là, vous êtes seulement éligible si ça a duré 12 mois ou si le médecin est prêt à dire ça va durer au moins 12 mois. Alors, on parle quand même de quelque chose qui est prolongé afin d'être admissible à ce crédit d'impôt. Peter, oui. Si, par exemple, quelqu'un qui faisait de la dialyse pendant 10 ans a eu une greffe de rein, puis là, maintenant, il est correct, il a eu sa greffe de rein, est-ce qu'il peut aller le chercher pour la période qui a été malade, avant de se faire opérer, avant d'avoir sa greffe? Super bonne question. Et oui, absolument. C'est pendant la période que vous êtes handicapé. Alors, si c'était 10 ans du passé, même si vous êtes revenu maintenant en santé, vous pouvez quand même faire la demande pour les 10 années précédentes. Mais il faut dire que ça a duré au moins 12 mois consécutifs. Alors, c'est ça qui est important. Les 12 mois consécutifs, pendant ces périodes-là, d'être handicapé, vous pouvez bien faire la demande et rétroactivement aller chercher ce crédit d'impôt. Et qui peut remplir le formulaire pour dire que vous êtes handicapé? Les personnes qualifiées peuvent être un médecin, bien sûr, pour toutes les déficiences, un optométriste pour le vue, un audiologiste pour lui. Mon épouse est audiologiste, alors elle remplit souvent ces formulaires-là. Un ergothérapeute pour marcher, se nourrir, s'habiller. Un psychologue pour les fonctions mentales. Un orthophoniste pour parler. Un physiothérapeute pour marcher. Alors ça, c'est les genres de personnes qualifiées. On parle quand même des professionnels de santé qui pourraient signer le formulaire. Alors, le formulaire, c'est le T2201. C'est intitulé « Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées ». Et là, ça, c'est le formulaire qu'il faut apporter chez votre médecin, une personne qualifiée. Là, je veux juste vous mentionner que quand vous regardez la page 3 de ce document, la page 3 a un questionnaire d'auto-évaluation. Alors, vous pouvez passer à travers ce questionnaire-là. Ça va vous donner quand même une indice de si vous ou le membre de votre famille peut qualifier pour ce crédit d'impôt. Alors, ça, c'est la page 3. J'ai mentionné tout à l'heure des questions des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante. C'est écrit sur la page 6. Je voulais juste vous les citer pour savoir quand on parle des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, de quoi il s'agit. Alors, ça dit le suivant. Les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante comprennent l'apprentissage fonctionnel à l'autonomie. Ça comprend aussi la mémoire. Alors, souvent, les gens vont me demander, mais quelqu'un qui a l'Alzheimer, est-ce qu'il pourrait qualifier pour ce crédit d'impôt? Bien sûr que oui, parce que la mémoire, c'est une fonction nécessaire pour la vie quotidienne. Plus bas, il donne quelques exemples d'être limité de façon marquée
dans la capacité d'effectuer les fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante. Voici quelques exemples. D'abord, votre patient ne peut pas sortir de sa maison toujours ou presque toujours, ça veut dire au moins 80% du temps, en raison de l'anxiété, même en prenant des médicaments et en suivant la thérapie. Alors ça, c'est un exemple d'être limité de façon marquée. Quelqu'un qui a de l'anxiété n'est pas capable de sortir de leur maison. Et là, un autre exemple qui donne, c'est votre patiente éprouve des épisodes psychotiques à de nombreuses reprises dans l'année. Alors, étant donné l'imprévisibilité de ces épisodes, votre patiente continue d'avoir besoin de surveillance quotidienne. Alors ça, c'est un autre exemple d'une fonction mentale nécessaire pour la vie courante. Alors, les épisodes psychotiques, l'anxiété, c'est deux bons exemples des fonctions mentales importantes. La dernière chose que je voulais mentionner sur cette feuille-là, c'est la dernière page, et c'est l'attestation. C'est là où votre médecin, votre optométriste ou psychologue va signer. Puis là, il y a une place pour signer. Et là, en bas, ils ont des espaces aussi pour écrire le nom, la date, le numéro de téléphone et l'adresse. Là, vous allez demander quelque chose de très spécial auprès de votre médecin. Vous allez lui demander d'écrire de façon légible dans la feuille. Alors, c'est là, j'en ai eu plusieurs concitoyens qui leur médecin a écrit broche à point. C'était difficile à lire. Mais si Revenu Canada n'est pas capable de contacter votre médecin, de déterminer qu'il ou elle a bel et bien signé la feuille, c'est sûr que ça va être rejeté. Alors, ça prend une signature, ça prend une adresse légible, le numéro de téléphone légible aussi, éligible. Comme ça, quand c'est facile à lire, Revenu Canada va probablement être plus porté de l'approuver. Alors, ça, c'est des choses importantes de souligner. Alors, vous avez le formulaire T2201, vous avez le questionnaire d'auto-évaluation, l'attestation du praticien qualifié, et voici un point important, et on peut soumettre le formulaire rempli à votre centre fiscal à tout moment de l'année. Alors, c'est pour cette raison-là que c'est important d'agir le plus rapidement possible. J'ai mentionné mon ami Georges tout à l'heure, hein? Et là, il était handicapé depuis 1960. Mais il a quand même attendu après la présentation. Il est allé voir éventuellement son médecin. Après ça, il a attendu jusqu'à la prochaine année fiscale pour déposer son document. Oui, alors qu'est-ce qu'il a perdu? Des années. Il a perdu une année. Il a perdu 1 200 $. Alors, c'est plus important d'agir plus vite. Alors, on n'a pas à d'attendre l'année prochaine. On peut le soumettre et travailler avec le bureau de Christine Moore parce que là, c'est des gens très doués. Et là, de faire le suivi justement pour que le formulaire rentre le plus rapidement possible. Comme ça, vous ne perdez pas, surtout pour les gens qui sont handicapés depuis 10 ans, vous ne perdez pas le 1 200 $ parce que honnêtement, vous avez plus besoin que le gouvernement fédéral, je veux dire. Ouais. Alors, si votre certificat est refusé, là, on peut vérifier l'explication du refus de votre demande. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas légible, parfois, s'il n'y a pas d'adresse ou numéro de téléphone, ou c'est pas signé par le médecin, ça peut être aussi simple que ça à corriger, mais c'est plus facile d'être certain que tout est bel et bien fait la première fois que de retourner chez votre médecin pour avoir sa signature. Alors, on vérifie l'explication du refus. Vous pouvez toujours envoyer d'autres renseignements à l'unité du crédit d'impôt pour personnes handicapées pour avoir un nouvel examen. Et bien sûr, en travaillant avec le bureau de Christine, ça fait en sorte qu'on peut mettre plus de pression sur Revenu Canada. Parce que j'ai vu souvent des gens qui ont été rejetés sans raison valable. J'ai l'impression que Revenu Canada veut repousser ces demandes-là. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, le gouvernement a coupé dans le seul programme qui donnait des informations autour de ce crédit d'impôt.
j'ai entendu des employés directs que c'est parce qu'il y avait trop de demandes de remboursement. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours travailler avec le bureau de Christine pour être certain que là, votre demande est bel et bien approuvée. Et malheureusement aussi, ce qui s'est passé, pas en région ici, mais dans d'autres endroits, c'est qu'il y a des gens qui faisaient la promotion de ce crédit d'impôt-là et qui prenaient beaucoup d'argent. Donc, ils disaient, une personne handicapée, ben regarde, moi, je vais prendre 30% de ton crédit d'impôt. Fait que ils prenaient comme, ils disaient, je vais le faire avec toi. Puis, donc là, on vient de faire un projet de loi à la Chambre des communes pour empêcher, si on peut dire, d'avoir des frais exorbitants. Ouais. Mais c'est un peu ça, c'est quand les gens des promoteurs se sont rendus compte qu'il y avait de l'argent à aller chercher, il y en a qui ont un peu profité du système. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouveaux promoteurs de ce crédit d'impôt-là qui ont été en place. Donc, il y a eu beaucoup de demandes comparées à avant. Oui. Je peux dire que anciennement, il y a quelques années, mon médecin avait déjà fait une demande. Puis ils n'ont jamais au bureau de gouvernement envoyé. Parce que la réponse qu'ils m'ont dit, il faut presque être son mort pour avoir la crise. Oui, mais les gens, c'est ça, ils comprennent pas bien. Ben là, gars, j'étais pas mourante, fait que j'ai aucune laisse faire. Oui. Mais on peut refaire la demande. Fait que s'il y a des gens qui ont été refusés puis qui se disent, je pense qu'ils n'avaient pas bien compris, ils viendront à mon bureau, on regardera le cas. Puis en plus, vous avez la chance d'avoir une députée qui est infirmière de formation. Fait que ce genre de détails-là, les technicalités médicales des formulaires, ben je les comprends, je le sais exactement. Quand vous allez me parler de vos problèmes de santé, ben je vais savoir c'est quoi que vous avez, puis je vais comprendre un peu qu'est-ce qu'il y en a exactement. Fait que vous avez cette chance-là ici en région. Je vais pouvoir vous donner ce coup de main-là. Juste un petit complément d'information. Souvent, les médecins ils vont charger d'argent pour remplir ce papier-là. Nous, au centre de réadaptation, on n'a pas le droit de charger quoi que ce soit. Fait qu'un optométriste, un orthophoniste au centre de réadaptation, un ergothérapeute, le fait complètement gratuitement. Là. Ça fait partie de nos fonctions. Ah, c'est bon à savoir. Oui. Parce que c'est un problème justement. Dans d'autres localités, il y a des gens qui doivent payer des frais. C'est pas tout le monde qui fait en faire avec le centre de réadaptation, mais ceux qui sont de nos clients, c'est gratuit. Super. Mais là, maintenant, pour les années antérieures, les déclarations de revenus précédentes peuvent être redressées afin d'inclure une demande pour le montant pour personnes handicapées. Là, on a un formulaire, le bureau de Christine a ces formulaires-là, la demande de redressement d'un T1. Alors, comme ça, une fois que votre médecin a bel et bien rempli le feuille, vous pouvez aller au bureau de Christine et ensuite, ça peut être envoyé, acheminé, la demande de redressement pour les années antérieures. Alors, c'est à ce moment-là qu'on commence à recevoir cet remboursement rétroactif. C'est un crédit d'impôt non remboursable, alors c'est un remboursement sur les impôts que vous avez payés, bien sûr. Mais là, il faut avoir la demande de redressement pour aller réclamer ces montants-là. Et pour les années futures, une fois que votre médecin a dit, mais là, vous êtes handicapé, puis ça va pas changer. Là, vous n'avez pas à remplir un nouveau formulaire chaque année. Qu'est-ce qui arrive, c'est que Revenu Canada va accepter que vous êtes handicapé en permanence. De temps en temps, il vérifie des gens, mais en général, si le médecin a dit que c'est permanent, vous n'allez pas avoir du trouble dans l'avenir. Alors, les années futures vont être déjà couvertes par le fait que vous avez déposé votre formulaire. Maintenant, si vous n'avez pas besoin ou vous ne pouvez pas utiliser tout le montant afin de réduire vos impôts à zéro, parce que, comme j'ai dit, c'est un crédit d'impôt non remboursable, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez transférer une partie ou la totalité du montant d'abord à votre époux, à votre conjoint, qui peut demander tout montant inutilisé comme montant transféré de votre époux ou conjoint de fait. Alors ça, c'est très, très utile. Là, on peut aller jusqu'à 10 ans en arrière, puis on peut le transférer à notre conjoint ou époux qui a payé des impôts. Et là, l'autre possibilité, c'est une autre personne de soutien
qui peut être en mesure de demander tout montant inutilisé comme montant pour personne handicapée. Maintenant, une autre personne de soutien, c'est plus facile d'être approuvé pour une autre personne de soutien si vous vivez sur le même toit. Si c'est quelqu'un qui vit dans une autre maison, c'est plus difficile à prouver que c'est la personne qui est vraiment la personne de soutien qui fait en sorte que vos besoins quotidiens soient comblés. Mais là, si c'est une personne sur le même toit, par exemple un enfant, ça pourrait aller qu'on transfère ce montant inutilisé. Revenu Canada est de plus en plus sévère là-dessus. Alors, parfois, il faut bien monter l'évidence. Ceux qui ont un parent qui reste à la maison, qui ont l'Alzheimer, ça pourrait être une personne qui est à la maison avec sa mère ou son père qui est malade. Oui. Alors, on va aborder la deuxième partie. La deuxième partie est intéressante parce que je vais vous expliquer comment vous pouvez aller chercher jusqu'à possiblement 90 000 $ du fédéral. Oui. Est-ce que vous me croyez? C'est-tu possible? On va aller en Colombie-Britannique. OK. Mais là, comme ça, je devrais peut-être faire d'autres chambres d'invités. Acheter une maison plus large. OK. C'est le régime enregistré d'épargne invalidité. Puis, pour t'entrer, c'est le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Alors, il faut bien qualifier pour le crédit d'impôt pour les personnes handicapées avant d'ouvrir un régime enregistré d'épargne invalidité. C'est surtout intéressant pour les jeunes adultes et les jeunes enfants. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais la première étape, une fois que le crédit d'impôt est rempli, est accepté, c'est d'aller voir votre institution financière. Ça peut être la Caisse populaire, ça peut être une banque, mais ce n'est pas toutes les caisses populaires et ce n'est pas toutes les banques qui ont vraiment des connaissances de ce programme-là. Alors, à mon avis, la meilleure façon de procéder, c'est de parler avec votre institution financière. Si ils ont vraiment l'air de bien connaître le programme, allez avec eux autres. Sinon, peut-être magasiner un peu. Allez voir d'autres institutions et voir s'il y a une autre institution ici à Rouen qui connaissent bien le programme. Parce que c'est beaucoup plus facile quand l'institution financière est au courant du dossier. Alors, c'est un régime d'épargne qui vise à aider à assurer la sécurité financière à long terme. Et je dis bien à long terme. D'une personne qui a droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Maintenant, les cotisations que la famille va faire pour cette personne handicapée ne sont pas déductibles d'impôt et la retraite de ces cotisations n'est pas calculée comme un revenu. Et les cotisations à ce régime enregistré peuvent être faites jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans. Ça va être important à l'instant. Vous allez voir, toutes ces questions d'âge est important. Alors, la famille peut faire les cotisations jusqu'à l'âge de 59 ans. Et il n'y a pas de limite annuelle de cotisation, mais la limite à vie globale pour un bénéficiaire est 200 000 $. Alors, la famille peut cotiser pour un bénéficiaire à 200 000 $. Et les revenus de placement sont déclarés à titre de revenus versés à partir du régime. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Là, la cotisation de la famille, ça va. Mais qu'est-ce qui est important? C'est qu'il y a 2 programmes fédéraux conçus pour compléter les sommes versées au régime enregistré. C'est ça qui est intéressant. Le premier programme, c'est les subventions canadiennes pour l'épargne invalidité. Et le deuxième, c'est les bons canadiens pour l'épargne invalidité. Alors là, ça, c'est des choses qui peuvent effectivement être mises pour aider, pour ajouter aux cotisations de la famille et pour rendre plus large ce régime enregistré. D'abord, la subvention canadienne pour l'épargne invalidité. Et ça, c'est basé sur la cotisation de la famille. Le gouvernement paye une subvention de 100% ou 200% ou 300% de la cotisation qui a été faite, dépendant du revenu familial du bénéficiaire.
Alors, un régime enregistré peut recevoir des subventions qui vont faire la contrepartie de la cotisation familiale jusqu'à un maximum de 3 500 $ par année. Et là, on parle d'une période de 20 ans. Alors, sur une période de 20 ans, au cours de la vie du bénéficiaire, ça peut être 70 000 $. Alors, j'ai bien dit 70 000 $. 3 500 $ par année, pendant une période de 20 ans, ça fait jusqu'à 70 000 $. Now, la subvention peut être versée au régime enregistré jusqu'à l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 49 ans. Alors, les cotisations familiales peuvent aller jusqu'à 59 ans, les subventions peuvent aller jusqu'à 49 ans. Alors, on parle vraiment de quelque chose pour un jeune adulte dans la vingtaine, pour un jeune enfant, là, pour maximiser les bénéfices de ce programme-là, on devrait commencer avant l'âge de 29 ans, parce que là, à l'âge de 49 ans, on a atteint le maximum. Ça veut dire que, concrètement, si on met 3 500 $ par année dans ce régime-là, pendant 20 ans, ce qui, vite fait, nous rapporte, ce qui donne 70 000, c'est 20 fois 3 500, c'est tout simplement ça? Oui, mais ça, c'est basé sur la cotisation aussi familiale. Okay. Alors, la famille va cotiser. Là, il n'y a pas de limite dans la cotisation que la famille va faire, mais le gouvernement va payer une subvention de 100%, 200% ou 300%. Selon le revenu familial. Ouais. C'est ce qui va déterminer si c'est ça, 200, Oui. 300. Fait que quelqu'un qui a un revenu familial pas trop élevé, il risque de recevoir 70 000 $ du gouvernement s'il y a vraiment un revenu familial pas élevé, puis il met 3 500 par année. Oui, et c'est pour cette raison-là, il n'y a pas de limite dans la cotisation annuelle de la famille, mais ça a beaucoup plus de sens de mettre, mettons, 3 500 de la famille chaque année pour être matché par le gouvernement fédéral. Parce que si on met 200 000 dans 100 000 $ dans une SLAC dans une année, le maximum que le fédéral va matcher, c'est quand même 3 500. Alors, on parle vraiment de faire une planification à long terme, de penser du prochain 20 ans pour être certain de maximiser les avantages fiscaux qui viennent du fédéral. Parce que là, je ne connais pas d'autres moyens d'aller chercher 70 000 $ du fédéral mais qui est illégal, en tout cas. Alors, ça, c'est la subvention, mais il y a un autre programme, et ça, c'est le bon canadien pour l'épargne invalidité. Et là, le gouvernement versera des bons fondés sur le revenu qui pourrait atteindre 1 000 $ par année, peu importe le montant cotisé. Alors ça, c'est pour les personnes, les Canadiens handicapés à bas revenu. Et peu importe la cotisation, ils vont mettre jusqu'à 1 000 $ par année. Encore une fois, jusqu'à 1 000 $ par année, pour une période de 20 ans, ça fait 20 000 $ au courant d'une période du bénéficiaire. Et là, c'est la même condition que le bon peut être versé jusqu'à l'âge de 49 ans. Alors, encore une fois, on parle de vingtaine ou quelqu'un d'une adolescente qui est handicapé. Là, pour maximiser le 20 ans, vous pouvez aller chercher 70 000 $ dans les subventions, 20 000 $ ou jusqu'à 20 000 $ dans les bons. Ça fait 90 000 $, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, c'est merveilleux, c'est magnifique. Le fédéral ne pourrait rien faire pour contourner un programme si beau que ça, n'est-ce pas? Ah, oui. On va revenir tout à l'heure parce qu'il y a un petit truc qu'ils utilisent, alors il faut penser à ça aussi. Qui peut établir un régime enregistré? Le bénéficiaire peut le faire lui-même ou elle-même. Si le bénéficiaire est mineur, une personne peut établir un régime enregistré à son nom et devenir titulaire si elle est le parent légal du bénéficiaire, une tuteur, une personne légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire, ou un ministère, un organisme, un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire. Comme ça ici, ça peut être les gens qui sont sous curatelle publique. Oui.
Alors, Il y en a voici le truc que le fédéral utilise. Le régime enregistré est un régime d'épargne long terme. Dès qu'une retraite est effectuée dans un régime enregistré, toutes les subventions et tous les bons qui ont été versés au régime enregistré au cours des 10 années précédant la retraite doivent être remboursés au gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est oui, ils donnent des subventions, oui, ils donnent des bons, mais il faut, une fois que les bons et les subventions rentrent dans le régime enregistré, que ça reste au moins 10 ans. Sinon, le fédéral reprend qu'est-ce qu'ils ont donné. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'un régime enregistré de long terme. On parle de 20 ans pour maximiser les bénéfices, le 90 000 $, mais ça prend un autre 10 ans pour être certain que le fédéral ne peut rien enlever. Alors, on parle vraiment d'une période de 30 ans, en fin de compte. Et on se souvient au début, les cotisations familiales peuvent se faire jusqu'à l'âge de 59 ans. Alors, ça, c'est le marge entre 49 et 59 aussi. Alors, on parle vraiment de planifier pour notre personne chère qui est handicapée. On parle vraiment d'un horizon financier de 30 ans pour être certain que tout cet argent-là va demeurer avec la personne. Par exemple, avec un jeune enfant, on peut faire ça, puis comme par exemple à 35 ans, on peut tout retirer, fait que ça peut donner un coup de main pour rembourser les prêts étudiants qu'il peut avoir pris pour aller à l'école, oui. Des choses comme ça. Oui. Parce qu'une personne handicapée n'a pas de prêt étudiant. Non, c'est que des bourses. Ouais. Fait que l'exemple n'est pas de ta Oh, désolé. Non, mais peu importe, quand on parle des dépenses, la question qui vient souvent, c'est quand est-ce qu'on peut retirer de l'argent? Mais là, le problème, c'est qu'il faut vraiment peser l'urgence, la nécessité de retirer de l'argent de ce régime avec qu'est-ce que ça va coûter et les pénalités. Parce que le fédéral a fait une sorte de... Là, on espère bien le changer une fois qu'on est rendu au pouvoir, mais on n'est pas au pouvoir encore. Le fédéral a fait une sorte qu'on ne peut rien toucher vraiment pendant 30 ans, vraiment, sauf penser d'une pénalité. Alors, il y a des dépenses qui viennent, il faut toujours calculer. Est-ce que c'est vraiment notre intérêt de retirer cet argent-là et commencer un processus qui va faire en sorte qu'on va être pénalisé? Alors, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il faut avoir une bonne planification financière autour de cette question-là. Alors, ça, c'est le régime enregistré et les tactiques de ce régime enregistré. Maintenant, on est rendu dans la troisième section. Alors, on a fait plus que la moitié. Ça va, tout le monde? Oui. OK. Alors, maintenant, on va rentrer dans les frais médicaux. Ça, c'est bien sûr des crédits qui sont non remboursables. Mais la raison pour laquelle on va mentionner ça, c'est parce que c'est souvent des frais médicaux qui sont pas bien connus et les gens n'en servent pas nécessairement. Alors, on veut juste faire les bilans des frais médicaux qui peuvent être utilisés et vous allez peut-être voir que vous avez fait des dépenses dans le passé que vous n'avez pas réclamées. C'est souvent le cas chez nous que les gens ne savaient pas que certaines choses pourraient compter comme des frais médicaux. Et une fois qu'ils ont vu ça, ils ont fait des redressements des années précédentes, puis ils ont réclamé un crédit sur les impôts qu'ils ont payés dans le passé. Alors, les frais médicaux peuvent comprendre ce qui suit. Des paiements versés à un médecin, à un dentiste, à un infirmier ou à certains d'autres professionnels de santé ou à un hôpital public ou privé. Des médicaments sur ordonnance. Des paiements pour les membres artificiels, des fauteuils roulants, des béquilles, des appareils auditifs, des lunettes prescrites ou des verres de contact, des prothèses, des stimulateurs cardiaques et certains dispositifs médicaux prescrits. Puis là, bien sûr, sur l'Agence du revenu du Canada, ils ont une liste des frais médicaux qui sont inclus là-dedans. Je pense que le plus simple, de manière générale, c'est de garder les factures de tout et de faire le tri après de ce qui peut être bon ou pas. Donc, gardez toutes vos factures, même si vous achetez des Tylenol
en vente libre sur les tablettes. Gardez les factures. Si vous achetez des pansements parce que vous avez des blessures, que votre handicap, des fois, bon, on a les talons, on a des problèmes, ça nous prend des pansements spéciaux. Gardez toutes les factures qui peuvent s'appliquer au domaine médical. C'est plus facile de faire le tri après que d'arriver puis de ne pas avoir les factures, de ne pas avoir la preuve, de ne pas pouvoir aller le réclamer quand on sait très bien qu'on se rappelle qu'on a payé ça puis que finalement ça pourrait s'appliquer. Donc le plus simple, gardez tout et tout. Oui. Quand vous avez des reçus, vous avez toujours les preuves. Alors, ça, c'est quelque chose pas aussi bien connu. Pour une fourgonnette adaptée afin de transporter une personne handicapée, vous pouvez demander 20% des frais jusqu'à une concurrence de 5 000 comme frais médicaux. Alors, bien sûr, c'est juste un remboursement partiel et c'est des crédits non remboursables. Mais là, bien sûr, c'est quelque chose qui souvent est oublié, il n'est pas connu. Et là aussi, des frais supplémentaires liés à la construction et la rénovation de résidence principale afin de le rendre plus facile d'accès ou fonctionnel ou afin de permettre une plus grande mobilité. Ça peut être demandé aussi comme frais médicaux. Comme Christine a si bien dit, il faut garder des reçus qui démontrent l'accessibilité de cette construction ou cette rénovation. C'est quoi les aspects concrets qui rendent ça plus accessible? Pardon? Si on les a, les factures, donc c'est 3-4 ans derrière. Oui, on peut aller jusqu'à 10 ans en arrière. Oui, c'est la même chose. On fait comme une demande de redressement, comme pour le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Ça, c'est des frais que vous auriez pu réclamer si vous avez su, justement. Oui. Pour les rénovations, peut-être même pour vous aider, si vous pouvez prendre des photos de avant, après, ça l'aide beaucoup visuellement. Dire, bon, par exemple, une salle de bain, on la prend avant, on prend des photos après, fait qu'on voit bien les bords, on voit bien ce qui a été fait comme rénovation. Fait que c'est encore plus facile à prouver, si on peut le dire, si on a des photos avant puis après. S'il est trop tard, il est trop tard, mais si c'est en chemin, bien, vous pouvez toujours le faire, ça vous facilite la tâche par la suite. Là aussi, vous pouvez demander un montant pour les dépenses raisonnables qui déménage dans un logement qui est plus accessible. Alors, une personne qui est handicapée, qui déménage dans un logement plus accessible ou qui lui permet de se déplacer plus facilement, ces frais de déménagement raisonnables, jusqu'à une concurrence de 2 000 $ peuvent être réclamés comme frais médicaux. Ça, c'est aussi pas très bien connu pour les gens qui déménagent. Comme les personnes âgées, souvent, ils déménagent dans des logements qui n'ont pas de marche d'escalier parce qu'ils sont plus capables de prendre les marches. Bien, ça pourrait être là-dedans pour des personnes âgées. Oui. Il faut que la personne, d'abord et avant tout, soit déjà reconnue personne handicapée. Toujours. C'est ça. Oui. Oui, pour rendre ça plus accessible. Oui. Ouais. Je pense qu'il y avait monsieur une En fait, est-ce qu'on parle là, par exemple, des frais de branchement du téléphone, ou c'est des frais d'adaptation de loyer, là? Mais des frais de déménagement raisonnables. Donc, alors, sur la facture du gros, il est écrit frais de déménagement. Si tu n'aurais pas déménagé, tu n'aurais pas eu ces frais-là. Oui. Alors, qu'est-ce qui n'est pas compris dans les frais médicaux? Les frais d'adhésion à un club, un centre de conditionnement physique, des appareils pour la tension artérielle, des primes qu'on verse à un régime d'assurance maladie qui est payé par un employeur, des programmes de santé, des aliments biologiques. Moi, j'aime beaucoup les aliments biologiques. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment et qui mangent des aliments biologiques ici? Ouais, quelques-uns. Malheureusement, ils ne sont pas compris comme des frais médicaux. Mais si vous avez une allergie au gluten, là, la différence entre les prix qu'on paye pour la nourriture normale, comme le pain normal, et le prix qu'on paye pour le pain sans gluten, ça peut être compris comme frais médicaux. Alors, il y a de plus en plus des gens qui sont allergiques au gluten et cette différence dans les prix peut être réclamée comme frais médicaux. Mais faut-tu qu'avant que le médecin ait écrit? Oui, et c'est toujours... Allergique au gluten. Oui, c'est toujours conseillé d'avoir une prescription, une note de votre médecin. Comme ça, Revenu Canada ne peut rien faire pour vous chicaner.
Alors, d'avoir une feuille qui dise votre médecin, cette personne-là est obligée d'avoir cette chose-là, ça aide. Parce qu'ils peuvent développer une secousse 1 an ou 2 après avoir rempli ça, tu sais. Puis là, Oui, mais on parle juste d'un médecin qui dise... Oui, ça n'a pas de lien avec le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Ça a certainement un lien comme pour la nourriture sans gluten. Un médecin qui dit cette personne-là ne peut pas manger. La section frais médicaux, tout le monde peut la réclamer. Il faut avoir assez de frais aussi, là. Mais tout le monde peut la réclamer. Même moi, comme dans mon rapport d'impôt, j'ai une section frais médicaux. Fait que je peux en réclamer si j'en ai assez. Ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a le droit. Mais c'est sûr que quand on a un handicap, on risque d'en avoir plus que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'handicap. Et souvent, il y a des choses qu'on va peut-être oublier, qu'on aurait pu demander, qu'on n'était pas au courant ou qu'on n'a pas pensé qu'on pouvait demander. Mais ça, c'est vraiment applicable pour toutes les personnes. Moi, je t'écoutais une question. Quelqu'un qui a des allergies de fruits et légumes, mais qui doit prendre des vitamines à tous les jours parce qu'il ne peut pas manger de fruits et légumes. Ça serait un peu comme ton pain au gluten. On pourrait réclamer des vitamines. Non, malheureusement. Des médicaments, des vitamines et des suppléments sans ordonnance, même si un médecin les a écrits, non. Et les systèmes personnels de réponse comme Lifeline ne peuvent pas être compris. Et si on veut se rendre plus belle, plus beau, et la chirurgie esthétique, ça ne compte pas non plus, malheureusement. Pour un enfant, parce que moi j'ai une petite fille, une de mes petites filles qui est comme ça. Le médecin a fait les prescriptions, puis la carte soleil, il lui paie. Oui. C'est l'assurance maladie à ce moment-là. C'est ça, Oui. l'assurance maladie. C'est pas que- C'est bien, oui. Là, ça, tu peux faire ça avec Oui, ça c'est un bon point. Merci, madame. Ouais. Maintenant, les frais de préposés aux soins. Les montants que vous ou votre époux avez payés pour les frais de préposés aux soins dans un des endroits suivants, un établissement domestique autonome chez vous, une maison de retraite ou résidence pour personnes âgées, une maison de santé pour les services de préposés aux soins, une école, institution, un autre endroit spécial, un foyer de groupe. Ces montants-là doivent être payés pour vos soins ou ceux de votre époux. Et on peut demander un montant des frais médicaux pour les sommes payées à un préposé seulement si cette personne-là est âgée de 18 ans ou plus et n'est pas votre époux ou conjoint de fait au moment de cette rémunération que le montant est payé. Alors, les frais de préposé aux soins peuvent être inclus comme frais médicaux. On va revenir dans la 4e section, on a un petit bémol là-dessus. C'est important de séparer des frais médicaux préposés aux soins qui sont faits à la maison, qui sont faits au travail ou à l'école. Et les dépenses liées au service de préposés aux soins comprennent votre part des salaires et des traitements versés dans un établissement à tous les employés qui effectuent les tâches suivantes: la préparation des repas, le service d'entretien, le service de nettoyage, le soin de santé, les activités, le soin de beauté, transport, sécurité. Alors ça c'est... Dans le fond, si par exemple ma mère resterait dans une résidence pour personnes âgées, je leur demande la facture détaillée de ce que ça coûte. Puis là, la partie que c'est vraiment pour payer le loyer, elle n'est pas déductible, mais les autres qui servent à payer, si on peut dire l'infirmière, la personne qui va faire le ménage dans sa chambre, ces choses-là, cette partie-là peuvent être réclamées. Fait que dans le fond, il faut avoir une facture détaillée qui dit tel montant va là, tel montant va à telle affaire, puis avec ça, on est capable de faire la réclamation. Tout à fait. Oui, on peut l'exiger aussi. Dans la plupart des établissements, ils le font. Sinon, on peut l'exiger. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas demander comme remboursement? C'est le loyer, des aliments, des produits de nettoyage, d'autres dépenses de fonctionnement comme service d'entretien, des zones commandes et des terrains extérieurs, et les salaires et traitements versés aux employés qui font les tâches d'administrateur, de réceptionniste, d'ouvrier jardinier, de concierge ou de préposé au nettoyage.
Les bains, par exemple, il y a beaucoup de personnes âgées qui doivent se payer des bains en privé. Est-ce que ça fait partie des soins beauté, dont on parlait tantôt? Non, un bain, ça fait pas partie des soins beauté. Mais là, vous parlez d'un préposé aux soins qui vient Oui. parce que la personne n'est pas capable de Oui. façon autonome. Oui, oui. OK. Ouais. Je pense là, quand on parle de beauté, là, ça serait vraiment, Yeah. par exemple, je sais pas, là, quelqu'un qui ferait une manucure, mais vraiment tu sais, pour que les ongles soient toutes beaux, puis tu sais, Ouais. avec des belles couleurs. Oui. Mais si T'as par raison. exemple c'est une Ils ont infirmière rien qui fait, fait rien fait. une manucure parce que la personne elle a des problèmes avec ses pieds, là c'est vraiment des soins. Là. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mais un bain, c'est sûr et certain que c'est des soins parce que la personne, c'est pas un caprice là, de vouloir prendre un Non, bain. Là. pas du tout. Pas du tout. Tu sais, que t'aies pas de cutex de couleur, c'est un peu, on peut dire un caprice, mais un bain, là, c'est loin d'être un caprice de vouloir être propre, là. Exactement. Parfait. Alors, si on reçoit les services d'un préposé aux soins à votre domicile, on peut juste demander les coûts de services de préposé pour les sommes payées pendant que vous y résidiez et recevez ces soins. Autrement dit, si vous êtes parti en vacances, des frais de préposé pendant cette période-là, vous ne pouvez pas les réclamer. On a aussi transport et déplacement, et ça, c'est bien sûr important pour cette région-là, moins important à Montréal. Si vous devez vous rendre à une distance de plus de 40 km, comme à Val-d'Or, par exemple, ça c'est plus que 40 km, vous pouvez demander le coût des transports publics, taxi ou autobus, ou lorsque les transports publics ne sont pas facilement accessibles, les frais d'utilisation d'un véhicule payés. Alors, vous pouvez réclamer ces frais-là. Si vous devez vous rendre à une distance de plus que 80 km, c'est obligé d'aller à Montréal, par exemple. Val-d'Or. En Val-d'Or, on est encore plus de 107 80. Val-d'Or, c'est plus que 80. 107 kilomètres. Même la Sarre, c'est plus que 80, c'est 95 km à peu près d'ici. OK. Ouais, même Alors- à Chaux, c'est 92. Mais mettons Montréal, c'est pas un exemple. Vous pouvez demander les frais de transport, l'hébergement, les repas et le stationnement. Est-ce Alors, qu'on peut le demander pour la personne qui doit nous accompagner, si on ne peut pas y aller toute seule? mais oui, mais ceci dit, ça ne sera pas les frais d'hébergement et des repas si cette personne-là n'est pas capable de se rendre eux-mêmes. OK. Ouais. Et, Donc, si la personne n'a pas le choix d'avoir un accompagnateur pour ses Ouais. déplacements, ça pourrait inclure l'accompagnateur aussi. ouais, ouais. Oui, mais il y a des normes, hein, il y a des montants. Ils donnent un certain Oui. montant. Ils donnent, mettons, 8 pour un repas. Puis Oui, Ça, il y a c'est des le chartes. Ça, c'est le CLSC. le- C'est qu'il y a des chartes le pour les déplacements. C'est comme si pour la voiture, on ne peut pas charger 1,50 $, du kilomètre qu'on fait. Il y a des normes à Il y a établir des pour normes et savoir. des limites qui sont établies. Ouais. Et pour qu'est-ce qui est de se faire rembourser, de pas se faire rembourser, en fait, on parle du crédit d'impôt, Ouais. des frais médicaux. Et ça, ben, au provincial, au fédéral, il y a la même chose, c'est-à-dire que pour qu'on puisse réclamer les frais de l'accompagnateur, il faut que le médecin, il y a un formulaire au provincial qui doit être complété, qui dit oui, la personne doit être accompagnée. Oui. Et les frais pour le montant, pour ce qui est des véhicules, de l'hébergement, tout ça, c'est Revenu Canada qui décide des montants. Oui, et Et si on prend un exemple, l'année passée, pour le véhicule, c'était 57 cents du kilomètre. oui. Très bien. Est-ce qu'il Oh, faut, merci. je ne sais pas si vous êtes au courant, mais faut-tu remplir ce formulaire-là aussi pour l'accompagnateur, même si tu sais, c'est juste la grosse logique en disant ben la personne n'a pas de permis de conduire, puis il n'y a pas de transport en commun, fait que ça prend. Ben, pour qu'est-ce qui est du transport en commun, il faut que ce soit, par exemple, l'exemple, si c'est un rendez-vous à Amos, il faut que la personne soit levée à 10 heures, il ne faut pas prendre l'autobus la veille nécessairement. Non, Ouais. non. Fait que là, oui. Yeah. Là, c'est juste la grosse logique C'est dans le ça. sens que si ça serait un rendez-vous dans la ville, elle n'aurait pas besoin d'être Ouais. accompagnée. Mais là, parce que c'est à l'extérieur, c'est pour ça qu'elle a nécessité. Oui. Si c'est une pré-hospitalisation qu'on sait longtemps d'avance que ça va être telle date, ben, Oui. il y a possibilité d'aller en autobus. Puis, il faut dire, mon expérience, c'est que Revenu Canada est quand même dans cette catégorie-là raisonnable. Alors, surtout si vous avez déjà le formulaire provincial, c'est pas un problème.
Vous devez juste vous répondre aux critères suivants, que des soins médicaux sensiblement équivalents ne sont pas disponibles près de votre domicile. Ça, c'est votre médecin, bien sûr, qui pourrait dire. Et pour parfois les listes d'attente aussi, c'est la même chose. Le médecin exige, mais là, cette personne-là devrait aller. Il est obligé de se déplacer pour aller faire cette opération le plus vite possible. L'exemple de Drummondville que j'ai eu, c'est des médecins qui envoient des gens de Drummondville à Thetford Mines parce qu'à Drummondville, les listes d'attente sont trop longues. Et Revenu Canada est quand même raisonnable parce que l'équivalence, c'est aussi la question de temps. Deuxièmement, il faut emprunter un itinéraire raisonnablement direct. Alors, Rwanda, Fort Lauderdale, Montréal, ne sera pas considéré comme un itinéraire qui est raisonnablement direct. Alors, il faut que ça soit raisonnablement direct et il est raisonnable pour vous de vous déplacer à cet endroit afin de recevoir ces services médicaux. Alors, comme j'ai mentionné, ça peut être aussi la question de la liste d'attente, que c'est quelque chose dont vous avez besoin, votre médecin vous dirige pour aller à Val-d'Or ou à Amos pour ces services-là. Si c'est un soin médical, est-ce qu'on parle de traitement ou de soins? Dans le fond, rencontrer un médecin pour un, disons, suivi orthopédiste? Oui, mais ça peut être un rendez-vous Ça, aussi. est-ce qu'on dit que c'est un soin, mais ou le traitement, dans le fond, il faut vraiment, comme quelqu'un qui fait de fibrocystique, tu sais. Mais c'est un spécialiste, mais c'est un spécialiste qui... que tu as un suivi, oui, mais ouais. Dans le fond, il fait un suivi, il ne donne pas de soins, de traitement. Non, mais ça peut être un suivi, Ouais, ça peut être c'est juste... ça. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de ressortir de là avec des pansements. Là. Ça peut être juste une discussion. Mais le spécialiste n'est pas disponible ici. Là, vous n'avez pas de spécialiste dans ce domaine-là. Il faut que vous déplacez pour y aller. Vous avez pas le besoin choix. de faire de la médecine nucléaire. Ben, en région, c'est à Val-d'Or. Fait que, tu sais, même si vous avez juste passé un examen là-bas, puis vous revenez, ou, tu sais, vous aviez juste parlé avec le médecin spécialiste en médecine nucléaire, avec un spécialiste là-bas, vous n'aviez pas le choix, parce qu'en région, les spécialités sont mises dans chaque MRC. Donc, des fois, si on veut rencontrer les dermatologues, c'est à La Salle. Si on veut aller en médecine nucléaire, c'est à Val-d'Or. En orthopédie, les spécialistes sont à Amos. Fait que ça fait partie de notre réalité. On n'a pas le choix. Puis des fois aussi, par exemple, on sait, il y a manque de médecins. Fait que ça donne que ça presse de rencontrer quelqu'un. Ça donne que celui-là qui est dans votre hôpital est en vacances cette semaine-là, puis celui de garde, il est à Val-d'Or, vous n'aurez pas le choix de vous rendre à Val-d'Or. Comme par exemple, ici, on a des urologues. On a des urologues, mais des fois, si ça presse, si c'est bloqué, puis qu'il faut que ça débloque, il faut que vous fassiez pipi, vous ne pouvez pas attendre une semaine avant de... Fait que là, ils vont vous dire, l'urologue de garde est à Val-d'Or, fait qu'on va vous envoyer à Val-d'Or, par exemple. Ça doit prendre une preuve, ça prend un papier de l'hôpital. Si tu as été, prenons l'exemple, à Val-d'Or ou à La Sarre chez le dermatologue, prenons un exemple, là, ça prend une preuve. Oui, c'est sûr de garder les factures. Vous pouvez aussi demander, par exemple, à quelqu'un de l'hôpital, peux-tu juste m'écrire sur un papier pourquoi j'ai été à Val-d'Or? Puis là, on va dire, mettons, la personne va vous signer, il n'y avait pas l'urologue de garde cette semaine, était à tel endroit, et c'est un cas urgent, donc on a envoyé monsieur à tel endroit pour cette raison. Comme à La Sarre, le dermatologue, il est là pour la région, fait quelqu'un qui veut le voir, fait signer un papier à l'hôpital de La Sarre, vu le dermatologue. Oui. Et c'est toujours mieux d'être bien documenté. Toujours mieux. OK. Moi, j'ai des prothèses oculaires et je dois aller à Montréal 2 fois par année. Je suis reconnue dans le programme Personnes handicapées du CLSC. Et, le CLSC me rembourse une partie de mes dépenses quand je vais. Est-ce que je peux aussi passer ça sur l'impôt fédéral? La partie qu'ils vous ont pas remboursée. Oui. La partie. C'est comme si ça dur à calculer quand ils te donnent 13,5 cents du kilomètre, la partie qui n'a pas été remboursée, c'est quoi? C'est 57 cents moins 13,5? Exact. Exactement. Ce serait ça? Oui, parce que c'est le montant que vous avez payé de votre poche. Oui. Ça, c'est un frais médical. Par exemple, des fois, les assurances remboursent à 80 pour certaines choses, mais le 20 qui ne vous a pas été remboursé par vos assurances, vous pouvez le réclamer là. Oui. OK.
Alors là, on a pour le transport et déplacement fait des véhicules, on a deux méthodes. La méthode simplifiée, c'est le taux fixe que vient d'être mentionné. Là, le taux fixe, ça change d'un mois à l'autre. Alors, vous pouvez communiquer avec le bureau de Christine. Nous, on reçoit comme député fédéral les montantes qui est le taux fixe acceptable par le gouvernement fédéral. Et c'est différent pour chaque province ou territoire. Là, la méthode détaillée, c'est de garder toutes les reçus. C'est plus facile d'utiliser la méthode simplifiée pour les frais d'utilisation du véhicule, mais si vous avez quand même bien calculé au niveau des coûts de l'essence, de l'huile, des pneus, d'immatriculation, des primes d'assurance, ainsi que l'entretien et des réparations, vous pouvez bien le faire. J'ai eu des gens qui ont dit, mais là, je ne savais même pas, ça fait 10 ans que je fais ces rendez-vous-là, est-ce que je peux réclamer dans le passé? Puis j'ai dit oui, puis ils ont dit, mais on n'a rien gardé comme reçu. Alors, c'est le récalculer, c'est vraiment la méthode simplifiée qui est plus facile. La méthode détaillée, ça va être plus pour les gens qui ont, je dirais, qui ont un véhicule qui est coûteux à faire fonctionner. Des fois, si on est obligé d'avoir un gros véhicule pour que ça puisse fonctionner, par exemple, le fauteuil roulant. Donc, je vous dirais, lancez-vous dans la méthode détaillée si vous savez que vous avez vraiment un véhicule qui est très coûteux, mais sinon, c'est beaucoup plus simple d'utiliser la méthode simplifiée. Vous allez moins vous arracher les cheveux de sur la tête et vous retrouver comme Alain. Oui, OK. Alors, ça se termine la troisième partie. Maintenant, on va rentrer dans la quatrième partie. Et pour les gens qui ont pris un café tout à l'heure, vous avez bien planifié parce que la quatrième partie, c'est un survol de tous les autres crédits, prestations que les gens pourraient considérer. Si on rentrait dans les détails de chacun de ces programmes-là, on va sûrement rester jusqu'à 8 heures demain matin. Alors, qu'est-ce que je vous propose, c'est que je fais le survol. Bien sûr, le bureau de Christine a une copie de la présentation. Si vous voulez avoir une copie, ça pourrait être envoyé dans les prochaines semaines. Et si vous voulez plus d'informations sur une ou d'autres des programmes qui existent, bien sûr, le bureau de Christine Moore, ou même vous avez mes cartes, je pense, ou mon bureau pourrait répondre à vos questions. Alors, on va juste faire le survol et là, vous pouvez faire le suivi après, recevoir les copies après. D'abord, on a déjà mentionné le montant pour aidant naturel. Ça, c'est un montant qui peut être demandé si vous avez tenu un logement où vous ou votre personne à charge résidiez. La personne à charge peut être votre enfant ou petit-enfant, ou ceux de votre époux ou de votre conjoint, mais ça peut être aussi un de vos frères, un de vos sœurs, un de vos oncles, un de vos tantes, un de vos neveux, des nièces, des parents ou des grands-parents, y compris les parents ou grands-parents de votre époux ou conjoint de fait qui résidaient au Canada. Fait que l'époux peut être décédé depuis le temps, puis oui. Correct. Et la personne à charge doit aussi satisfaire aux exigences suivantes, avoir au moins 18 ans au moment où elle habitait avec vous, et avoir été à votre charge en raison d'une déficience mentale ou physique, ou si la personne est votre parent ou grand-parent, ou le parent ou grand-parent de votre époux ou conjoint de fait, doit avoir au moins 65 ans. Deuxièmement, la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Si vous avez une déficience des fonctions physiques, ou mentale, vous pouvez demander le remboursement des frais pour les services de préposés aux soins et les autres frais admissibles qui vous permettent d'effectuer, de fréquenter un établissement d'enseignement ou de recevoir un revenu d'un emploi ou d'un travail indépendant ou d'une subvention reçue pour faire de la recherche. Maintenant, vous ne pouvez pas effectuer cette demande si vous avez demandé ces frais comme frais médicaux. Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné ça. Les frais de préposé à la maison doivent être traités de façon différente. La déduction ici est plus avantageuse que la déduction pour les frais médicaux. Alors, pour les frais de préposé qui sont utilisés pour l'enseignement ou pour
pour l'emploi, vous devez tirer ça et mettre ça dans ces déductions-là. Vous ne pouvez pas le réclamer à 2 reprises. Alors, c'est plus un avantage de mettre ça dans la déduction pour produits et services de soutien pour les personnes handicapées. Troisièmement, le supplément remboursable pour les frais médicaux. Ça, c'est intéressant parce que c'est remboursable. La plupart des crédits qu'on a discutés ce soir sont des crédits non remboursables. Mais ici, c'est remboursable et vous avez peut-être droit à ces suppléments si vous remplissez toutes les conditions suivantes. Vous avez un revenu d'emploi ou d'un travail indépendant et vous avez une déduction pour frais médicaux ou pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Vous êtes résident du Canada tout le long de l'année et vous avez 18 ans ou plus. Le crédit est fondé sur le revenu. Je ne vais pas rentrer dans les calculs autour de ça, mais il suffit à dire si vous avez beaucoup de frais médicaux et un travail indépendant qui est un travail à bas échelle, vous avez peut-être le droit à ce supplément remboursable pour frais médicaux. Puisque c'est remboursable, c'est intéressant. Vous avez aussi, bien sûr, le montant pour une personne à charge admissible, qui est un enfant de moins de 18 ans ou ayant une déficience mentale ou physique. Et là, vous avez aussi le montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience. Dans les 2 cas, ça prend juste une lettre du docteur, ça ne prend pas le formulaire de crédit d'impôt pour les personnes handicapées, mais je vous suggère, vous êtes mieux d'aller avec le crédit d'impôt si vous trouvez qu'il y a d'autres aspects de ce qu'on discute ce soir qui pourraient être à votre avantage. Alors, le seuil est minime, juste une lettre du docteur, mais s'il y a d'autres choses que vous pouvez accéder, c'est mieux d'aller avec le certificat d'impôt. Bien sûr aussi, on a le frais de garde d'enfant et aucun limitage pour un enfant à charge pour lequel on peut demander un montant pour personnes handicapées. Et ces montants demandés pourraient réduire le supplément de personnes handicapées qu'on a discuté tout à l'heure. On a aussi le montant pour les conditions physiques des enfants, le montant pour les activités artistiques des enfants, ça va pour tout le monde. Les frais de scolarité, le montant relatif aux études et montant pour manuel, transféré d'une enfant ou d'un époux. On a la prestation fiscale pour le revenu de travail. Et ça, c'est un supplément pour les personnes handicapées. Là, ça prend bien sûr le certificat d'impôt pour les personnes handicapées. Ça aussi, c'est une prestation, c'est une remboursable. Alors, c'est un autre aspect intéressant pour les gens de bas revenus qui travaillent et qui peuvent accéder à ces prestations-là. On a aussi les prestations pour enfants handicapés. Ça, c'est un composant de la prestation fiscale canadienne pour enfants. Pour un enfant de moins de 18 ans qui est admissible au montant pour personnes handicapées. Là, pour l'achat d'une habitation, vous avez droit à un montant, si vous avez droit au montant pour personnes handicapées, où vous faites l'acquisition d'une habitation pour le bénéfice d'un parent qui a un droit à ce montant-là, vous n'avez pas à être l'acheteur d'une première habitation d'accéder à ce montant pour l'achat d'une habitation. Mais bien sûr, comme les autres choses qu'on a mentionnées tout à l'heure, l'acquisition de l'habitation doit permettre à la personne handicapée de vivre dans une habitation plus accessible. Alors, ça, c'est un programme intéressant. Et là, aussi, encore une fois, le régime d'accession à la propriété qui est d'habitude pour les premiers acheteurs de maison, le RAP, c'est un programme qui vous permet de retirer de l'argent de vos REER jusqu'à 25 000 $. Mais là, si vous faites ça pour vous-même ou pour une personne handicapée qui vous est liée, vous pouvez avoir droit à ce régime d'accession à la propriété, même s'il ne s'agit pas de votre première maison. Alors, encore une fois, quand c'est pour rendre une maison plus accessible, vous avez le droit à cette possibilité-là. Est-ce que tu veux dire si je veux acheter... Parce que... C'est des programmes qui, d'habitude, sont juste disponibles pour les premiers acheteurs d'une maison. Mais quand c'est fait pour rendre
une habitation la plus personne n'avait accessible, pas d'identité. vous avez le droit à ces deux programmes-là. Si vous Voilà. achetez une maison parce que, par exemple, votre conjoint il a de la difficulté, il est handicapé, il a de la difficulté à circuler dans la maison, puis vous décidez d'acheter une maison pour qu'il soit capable de fonctionner dedans, puis c'est vraiment la raison qui a fait que vous avez acheté une maison, c'est pour le rendre plus accessible, ben là, vous pouvez y avoir droit, même si c'est pas la première fois que vous achetez une maison. Ouais. Là, le remboursement de la taxe d'assises fédérale sur l'essence, c'est moins qu'un cent le litre. Mais pour une personne qui est handicapée, ça prend le formulaire XE8, programme de remboursement de taxe d'assises fédérale sur l'essence. Mais c'est pour les déplacements personnels. Alors, quand on pense pour un litre, moins qu'un cent, ça, c'est pas vraiment intéressant. Mais si vous allez me rendre visite en Colombie-Britannique, par exemple, ça prend des litres et des litres d'essence. Et c'est au cours d'une année où ça peut commencer d'être intéressant. Pour les gens qui voyagent beaucoup, ce remboursement de taxes d'assises, ça peut être une cinquantaine de dollars, une centaine de dollars. Ça vaut quand même la peine pour une personne handicapée d'en faire demande, parce qu'une centaine de pièces de plus, ça peut être intéressant, dépendant du nombre de fois que vous voyagez. Mais même, tu sais, en région, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui font moins de 1000 litres par année, là, tu sais, ça monte rapidement, là. Souvent, c'est au moins une fois par semaine, puis c'est un 50 litres à chaque semaine. Fait que faites les calculs. Pour quelqu'un qui reste en Abitibi-Témiscamingue, c'est presque tout le temps rentable de le demander. Tu sais, c'est sûr que ça ne donnera pas une fortune, mais même si c'est juste 50$, ben c'est 50$ de plus dans vos poches pour vous donner un coup de main. On a aussi le remboursement de TPS et de TVH. Quand vous faites la modification des véhicules, justement, pour avoir plus d'accessibilité. Là, on a déjà parlé des frais médicaux qui peuvent être inclus, mais il y a un remboursement de TPS-TVH qui est intéressant. Alors, ça peut être remboursé en totalité. Il y a aussi le remboursement de TPS-TVH payé par erreur sur les fournitures et les dispositifs médicaux, des soins personnels ou d'autres fournitures exonérées ou détaxées. Alors ça, c'est bien sûr des formulaires qui demandent un remboursement de ces TPS et TVH. Qu'est-ce que vous entendez par TVH? C'est la taxe de vente harmonisée. C'est que la fusion de la TPS et la TVQ, ça a donné la taxe de vente harmonisée. C'est beau. Alors, voici deux hommes de caverne et un qui dit, et je ne sais pas de quelle partie il s'agit, j'ai des soupçons. Là, il y a un qui dit, je viens d'inventer le rue, et puis l'autre homme de caverne, il dit, et moi l'impôt. Alors, nous, on croit bien sûr que l'impôt, ça sert à quelque chose, ça nous donne des services et tout ça, mais il ne faut pas que vous payiez un cent de trop. Justement, vous payez votre juste part, mais pas trop. Et le problème qu'on a présentement, c'est un manque d'information dans plusieurs programmes qui peut aider les familles ordinaires. Alors, c'est pour ça que je suis tellement content que Christine m'a invité de venir vous parler aujourd'hui, parce que je pense que vous allez voir dans les prochaines semaines que peut-être pour certaines parmi vous, vous allez avoir des remboursements que vous attendez pas d'avoir. Et si vous pouvez en parler avec vos voisins, les membres de vos familles, vos amis, parce que c'est important que tout le monde sait c'est quoi les types de programmes qu'ils peuvent accéder s'ils ont une personne handicapée dans leur famille. Alors, j'espère bien que ça va vous profiter et j'espère bien vous voir dans les prochains mois en Colombie-Britannique, dans les visites. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire les mots à la fin? Je vais juste vous saluer. Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Puis comme j'ai dit, ben, mon bureau va être ouvert parce que souvent, ça l'amène un nombre incroyable de questions et de nouvelles informations. Donc, mon bureau va être ouvert pour répondre à vos questions, pour essayer de vous aider dans ce cheminement-là. Puis c'est peut-être important de passer l'information à des gens qui pourraient être considérés comme ayant un handicap pour ce crédit d'impôt-là et que ce n'est pas nécessairement apparent, comme par exemple des gens qui font des
des traitements de dialyse, par exemple des parents d'enfants autistiques ou des gens qui ont des parents atteints d'Alzheimer. On sait qu'il y en a beaucoup de gens. On a pratiquement quelqu'un dans notre entourage qu'on a connu un jour ou l'autre qui a fait de l'Alzheimer. Fait que ça, c'est des choses qu'on pense pas nécessairement. C'est des handicaps sur lesquels on pense pas. Quand on est en fauteuil roulant, c'est évident, mais quand c'est d'autres choses, quand c'est au niveau, par exemple, de la santé mentale, des personnes qui sont incapables de fonctionner à cause des problèmes de santé mentale, quand on parle de schizophrénie, de crise panique, de psychose. Donc, c'est vraiment de passer l'information-là à toutes ces personnes-là pour qu'ils puissent avoir l'argent qu'ils ont le droit d'avoir. Je pense que, tu sais, c'est pas c'est juste de ravoir sa juste part, c'est pas de tricher, c'est de ravoir ce qu'on a droit. Je pense que c'est important que cette information-là circule.